Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias, pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Si vous aimez l'émission et que vous souhaitez la faire connaître, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à 3 personnes de votre entourage le lien de l'épisode par WhatsApp. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton suivre de votre plateforme favorite. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute et bon épisode. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Yannick Veschetti. J'ai bien prononcé, Yannick, ton nom, ça va? Pas tout à fait, c'est Veschetti. Veschetti. Et ben voilà, je savais que j'allais faire un impair. Ça arrive toujours hein, quand on reprend les saisons. En plus, c'est un petit peu de ta faute parce que tu m'as fixé un rendez-vous très de bonne heure ce matin. J'ai pas l'habitude d'enregistrer à cette heure-là. Donc, je vais te laisser beaucoup parler et moi, je vais continuer de me reposer et boire mon café. Bon, ça Avec va, plaisir. Yannick? Ça va bien, merci. Ok, tu te sens en forme là pour ton enregistrement? Bon, on va voir, on va voir. De toute façon, je suis dans une période où il y a plein de surprises et plein d'improvisations, donc on s'adapte toujours D'accord, à la ok. situation. T'as l'habitude des interviews? Non, j'en ai fait quelques-uns, suite à des communiqués de presse, mais pas plus que ça. OK, OK. Bon, écoute, jusqu'à présent, j'ai pas eu de plainte, hein. J'ai pas eu d'invité qui s'est plaint de maltraitance, donc ça devrait bien se passer. Je suis pas inquiet. Alors Yannick, tu es le cofondateur ou fondateur de Heliop, une société qui fabrique des solutions photovoltaïques, made in France, c'est ça? C'est exactement ça. Bon, OK. Et ben, j'ai pas tout faux ce matin. D'ailleurs, je te laisse te présenter aux invités si tu le souhaites. Oui, bah, bonjour tout le monde, Yannick Veschetti, je suis effectivement, président et cofondateur de la start-up. C'est une start-up qui développe des panneaux solaires légers. Justement, on réduit le poids de à peu près, 60 par rapport aux panneaux classiques, pour être installés sur les grandes toitures de bâtiments commerciaux, tertiaires, industriels. Donc c'est une start-up qui a un peu plus d'1 an d'existence, qui est issue du CEA, voilà, et qui, vient de faire sa levée de fonds dans le but d'industrialiser, donc de produire nos panneaux solaires en France, pour le marché français. Bon, bah, je Donc crois que c'est une bonne chose. On est tout à fait dans la thématique, de Planète Ingé avec, une solution orientée transition écologique et innovante. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et dans les contraintes technologiques et techniques et d'autres, commerciales de Heliop, on va parler un petit peu de toi. Est-ce que tu peux nous raconter, brièvement ton parcours, d'ingénieur et qu'est-ce qui t'a amené à prendre les rênes, ou à cofonder justement, Heliop? ouais, d'accord. Alors à la base, moi, je suis ingénieur, INSA de Rennes, spécialisation, matériaux, semi-conducteurs, et donc la suite logique, de ce parcours-là, c'est d'aller vers la microélectronique, et notamment si on veut rester en France, en zone Rhône-Alpes, hein, où il y a quand même beaucoup d'activités, liées, à ST Microelectronics, Soitec, et bien sûr le CEA Leti, qui est autour de ça. Quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, l'idée c'était pas forcément d'aller vers ces directions parce que j'étais pas un pro tech, pas envie de faire des objets, contribuer à la fabrication d'objets technologiques très poussés, ça me parlait pas plus que ça, même si j'avais fait des études scientifiques. J'avais besoin de faire quelque chose qui avait du sens, et donc je me suis, lancé dans le photovoltaïque, via une thèse que j'ai réalisée, à l'université Louis Pasteur à Strasbourg, dans le laboratoire CNRS. Voilà, sur un domaine qui, c'était en 2002, était encore un peu marginal, hein. Le solaire photovoltaïque, n'avait pas forcément d'avenir, ou était vraiment utilisé sur des sites isolés, et on avait, que quelques personnes, mais rares elles étaient, pensaient que, on pourrait arriver aujourd'hui, enfin on pourrait arriver à la situation, qu'on connaît aujourd'hui. Heu et moi non plus, j'avais pas forcément conscience de ça. Je voulais juste faire quelque chose qui me parlait, et donc je me suis lancé dans une thèse, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un réveil déjà dans cette période, hein, notamment aussi côté CEA, le CEA via, quelques personnes, ont souhaité, se lancer plus sérieusement dans cette thématique, et c'est pourquoi à l'issue de ma thèse, j'ai rejoint le CEA, donc en 2005, fin 2005. Pour travailler dans ce secteur que j'ai jamais quitté, et donc je suis resté au CEA jusqu'en mai, 2023. Donc voilà, finalement je suis, heu, au sein de la start-up, à plein temps, et avec plus de lien direct avec le CEA depuis seulement quelques mois. D'accord, OK, donc l'aventure est toute nouvelle, toute fraîche.
On va C'est ça. bénéficier de tes retours d'expérience de rookie. C'est un peu ça, voilà. OK, impeccable. Je me suis noté plein de questions à te poser sur la partie, photovoltaïque parce que, il y a des choses à dire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelle est la transition pour toi la plus difficile aujourd'hui entre, ta carrière je sais pas si on peut dire de chercheur ou en tout cas d'ingénieur pur, vers justement ce monde de l'entreprise là, de porteur de projet? Disons que la transition, elle a été progressive parce que, quand j'étais au CEA et finalement au début de ma carrière, j'étais, comme tu le dis, un peu en ingénieur pur, hein. Je faisais vraiment du développement technologique, voilà. Mais progressivement, il y a des évolutions en interne, que j'ai pu réaliser. D'abord, on va devenir chef de projet, puis après chef d'équipe. Après, j'ai été chef de laboratoire, responsable d'une plateforme et puis pour finir, j'ai été responsable d'un service de 80 personnes, où là, finalement, il y a une dimension technique, centrale. Mais, moi, mon rôle, c'était de mettre tout en musique. Le management, les chefs de laboratoire, tout ce qui était la partie commerciale, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le CEA, bénéficie finalement d'une partie de subvention qui est assez faible et 80 ou l'ordre de grandeur, c'est ça, les financements doivent être on doit aller les chercher. On doit aller les chercher via du financement institutionnel, via du financement privé et donc, mon rôle, c'était aussi de faire une partie, d'aller rechercher ces financements, dans une cohérence globale du service. Donc, on a quand même pas mal d'éléments, pour pouvoir passer de l'autre côté, dans l'entrepreneuriat. Ce qui manque, c'est tout ce qui est support, je dirais, où là, c'est, quelque chose qu'on connaît moins puisqu'au CEA, il y a des supports, je dirais pas d'invisibles, mais qui vont traiter énormément d'aspects administratifs dont on n'a pas forcément conscience, avant d'avoir créé une entreprise et c'est quand on la crée qu'on découvre un peu, tout cela et c'est pour ça aussi que je me suis entouré et que je ne suis pas le seul cofondateur de ma société avec, des personnes, et des collègues d'expérience qui connaissent, ces sujets-là, très bien. Eux avec plus d'expérience que toi justement dans le Bien sûr, type parce qu'on est d'aventure? 4, on est 4 fondateurs, dans la société. On est 2 issus du CEA, où on apporte, plutôt le background, je dirais, technique, et stratégique, et on a 2 personnes, qui viennent du secteur privé, qui apportent, l'aspect industriel, industrialisation, puisqu'on va produire des panneaux solaires sur des volumes importants et une personne qui vient, voilà, qui a été, président, d'une entreprise, donc qui connaît en fait tout le fonctionnement, administratif, support, hein, qui va nous apporter sur la partie financière, administrative, RH, et cetera. Ils sont extrêmement importants aussi, quand on structure une jeune start-up. D'accord. Et qu'est-ce qui te avant de on a les transitions qui sont toutes faites là, mais avant de continuer, qu'est-ce qui te rend, le plus fier, jusqu'à présent par rapport à ton parcours d'ingénieur ou même dans ton parcours précoce d'entrepreneur? Libre à toi de choisir les choses les plus impactantes. Non, enfin, moi je j'ai pas de fierté, particulière, la ce qui me rendra le plus heureux, en tout cas, ça sera de réussir en fait cette histoire, parce que, on est dans un secteur, technologique industriel qui est pas simple, comme, finalement tout domaine aujourd'hui industriel. Il y a une concurrence, notamment qui vient d'Asie qui est extrêmement forte, et donc réussir finalement à développer un secteur, une activité industrielle sur le territoire et contribuer, parce que c'est aussi le but de ce qu'on fait, c'est le but premier, c'est ça, c'est de déployer de l'énergie solaire de façon vertueuse en le faisant sur les toitures. De mon point de vue, c'est la façon la plus vertueuse de le faire. Voilà, si on réussit à faire ça sur des niveaux de volume importants, le faire perdurer, dans le temps, c'est là où je pourrais être fier ou en tout cas disons heureux. Voilà, jusqu'à présent, il y a eu plein de petites batailles, plein de choses que j'ai pu faire dans ma carrière, dont je suis assez satisfait, mais C'est quoi les challenges alors du photovoltaïque aujourd'hui en France? On sait que le développement du renouvelable est nécessaire, indispensable. On rappelle que les objectifs de réduction de consommation d'énergie, au moins, tout du moins dans le tertiaire, sont au moins de l'ordre de 30 à 40 et on ne peut pas le faire juste en fermant les fenêtres et en baissant le chauffage, donc il faut de l'autoconsommation. Pour de l'autoconsommation sur les bâtiments, j'imagine qu'on compte beaucoup sur le solaire, mais c'est quoi du coup tous les enjeux autour du développement du solaire en France? ouais, ils sont associés globalement aux enjeux énergétiques, hein, si on se projette à 2050, on va avoir une multiplication par un facteur 2 de la consommation d'électricité. Alors on va réduire la consommation énergétique au global, peut-être de 30 si voilà, c'est à peu près ce qui est visé aujourd'hui avec l'efficacité énergétique. Mais étant donné qu'on va vers la mobilité électrique et vers, aussi, l'utilisation des pompes à chaleur, on va augmenter la quantité d'électricité et donc le challenge, c'est de pouvoir,
avoir une souveraineté, nationale et européenne sur ce sujet-là, qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple parce que, il y a une dépendance aux fossiles et une décroissance du fossile. Le charbon, bon, bah, voilà, tout le monde sait, la problématique du charbon et donc les solutions, à disposition, elles sont pas illimitées, elles sont pas simples. Ce qui est à peu près certain aujourd'hui, en tout cas ce que défend, RTE, à travers ses rapports, et maintenant ce qui fait quand même de plus en plus consensus en France, ce qui n'était pas le cas il y a encore 1 ou 2 ans, hein. Ça a changé, c'est que le photovoltaïque jouera une part importante. Il va pas contribuer totalement, voilà, à la solution, mais ça jouera une part importante et donc le photovoltaïque, il va falloir le déployer. Donc la première contrainte du photovoltaïque, c'est de trouver des surfaces suffisamment importantes, pour pouvoir installer. Heu et aujourd'hui, ça, c'est quand même une problématique puisque, il y a de l'opposition sociétale sur ce sujet-là. Mettre du sol on a assez de surface au sol, hein, pour déployer du photovoltaïque. Il suffirait, je crois que c'est 1 de la surface française pour avoir la totalité de nos besoins. Sauf que ça s'oppose à des intérêts, agricoles, sauvegarde de la biodiversité et cetera et du coup, ça rend les procédures assez complexes et ça limite le potentiel. Donc sur quel support on y va? C'est pour ça que dans Iliad, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a des 500 millions de mètres carrés de toitures construites en France, couvrons-les, avant d'aller installer le solaire au sol. Ça il y a beaucoup plus de sens à faire ça, et en tout cas d'un point de vue sociétal, ça sera beaucoup plus accepté et environnemental, c'est quand même encore meilleur parce qu'on va consommer moins de matières premières, donc c'est une façon de déployer du renouvelable de façon assez vertueuse. Ça, c'est le premier enjeu. Il y a un enjeu qui est associé à celui-là, c'est comment est-ce on gère la production, de photovoltaïque qui est, comme on le dit souvent, qui n'est pas, continue, qui est intermittent et donc à travers des renforts de réseau, les solutions de stockage et cetera. Ça, c'est un enjeu qui va devenir de plus en plus important au fur et à mesure qu'on installe de plus en plus de capacités. Voilà et là, il y a aussi des solutions, mais ça se fait pas comme ça. C'est pas ultra simple. Heu Et le troisième enjeu, c'est l'enjeu de la souveraineté de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, 95 de nos panneaux qu'on installe viennent de Chine. Heu et donc, à travers ça, c'est 18 milliards d'euros par an, qui partent de l'Europe vers la Chine, donc déficit sur la balance commerciale et c'est aussi une dépendance croissante puisqu'il y a aujourd'hui une avance technologique et industrielle qui commence à être, importante, voilà, qui fait que si on reprend pas un peu la main sur notre souveraineté ou notre indépendance, on pourrait avoir des problèmes à terme. Voilà, je pense les trois grands OK. problèmes du photovoltaïque. C'est quoi ton point de vue à toi sur cette, schizophrénie, sociétale entre, le besoin de changement, le besoin de transition et dès que, tout le monde regarde sur le pied de sa porte, personne ne veut rien changer en fait, notamment, bah, tu l'as dit, sur l'occupation des surfaces, on a besoin d'à peine 1 ou 2. On a le même problème avec, l'éolien, hein. Il y a des raisons pour ça, hein. Chacun, chacun argumentera, mais comment toi tu vois la chose, d'un Bah, je pense que c'est une question de pédagogie, aussi d'éducation et de prise de recul sur le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun rentre chez soi, allume son interrupteur, et puis voilà, l'énergie, elle arrive, c'est magique, c'est facile et on considère ça comme un acquis. Et par contre, on veut pas que ça soit sale, on veut pas que ça soit moche, on veut pas que ça, voilà, on veut pas que ça coûte cher, on veut pas ci, on veut pas ça. Donc on se rend pas compte finalement que, bah, non, c'est pas aussi simple que ça et c'est aussi à travers, une connaissance assez claire, de la situation qu'on est prêt à faire des compromis. Le problème, c'est que la plupart des gens aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, vont se permettre de commenter telle ou telle chose, sans forcément bien connaître, sans se renseigner. Et on est aujourd'hui, dans, toujours de la surenchère comme ça, d'opinions qui sont, finalement de piètre qualité. Donc voilà où est la situation. Mais in fine, aujourd'hui, si on ne peut pas dire, «Je veux continuer à conserver un confort, un mode de vie, je veux pas de nucléaire, je veux pas d'éolien parce que c'est moche, je veux pas de photovoltaïque parce que ci, parce que ça», et finalement, on veut préserver la planète, sans réchauffement climatique. Bah non, ça marchera pas. À un moment, il va falloir faire des choix. Le problème, c'est que les choix, en fait, on a du mal à les faire. Les politiques ont du mal à les faire aussi parce que c'est pas facile d'accepter, de faire passer certaines mesures et de garder un cap, sur la durée. Parce qu'à partir du moment où on fait un choix, la pertinence du choix va être validée sur des périodes assez longues et on peut pas changer de direction tous les 2 ans.
Justement, aujourd'hui, il y a des contraintes, encore politiques sur le développement de la filière, solaire, en France. Il y a des choses parce qu'on sait que c'est ce que tu disais, hein, c'est ce qui est important pour les filières industrielles, c'est la constance dans la décision politique. Mmh. Or, on est dans un temps où c'est un coup dans le zig, un coup dans le zag. Il y a encore beaucoup de contraintes qui pèsent sur la filière, qui empêchent son développement? Oui, de mon point de vue, il y en a il y en a encore, les parce qu'on est dans le compromis, alors l'État, fait en sorte de faire des mesures d'accélération qui sont perçues, alors moi je les connais pas en détail, mais par, on va dire les développeurs, les énergéticiens comme pas forcément des véritables méthodes d'accélération puisqu'on est toujours dans la complexité administrative assez forte et aussi du délai de raccordement. C'est-à-dire que voilà, quand on cumule administration et délai de raccordement, quand on fait une centrale, bah, il faut la raccorder au réseau, ça prend beaucoup de temps aussi, ça retarde l'ensemble. Néanmoins, on voit bien qu'il y a un changement de dynamique puisque pendant des années, on avait du mal à installer 1 gigawatt par an. Je crois que cette année, on va arriver à 3 gigawatts par an. L'année dernière, on a dû en faire un peu plus de 2, donc il y a quand même, voilà, une accélération, mais il y a un retard par rapport aux objectifs, de la PPE. Donc, l'État s'était donné sur l'installation de photovoltaïque et ce retard aujourd'hui, au regard des régulations, il est pas évident, c'est pas évident qu'on va pouvoir le rattraper. Oui, j'ai vu un article passer la dernière fois qui disait, alors je ne me rappelle plus du quantitatif, mais que, une quantité énorme en fait de renouvelables était encore, non connectée au réseau, était en Mmh. attente de connexion, au réseau. C'est ça. Ouais, oui, il y a encore enfin ça, c'est le raccordement de réseau, c'est aussi il faut des moyens humains et une des problématiques du photovoltaïque que j'ai pas citée, mais qui est importante, c'est qu'il faut former des gens, il faut des installateurs, et tous les corps de métier qui permettent, heu, de réaliser la centrale, et de la connecter et ça aujourd'hui, c'est une problématique qu'on a en France, mais aussi en Europe, hein, mais c'est aussi de la création d'emplois. Donc c'est pareil, il y a des emplois qui vont disparaître dans des secteurs qui sont obsolètes et puis il y a de la création d'emplois à faire, mais ça passe par des politiques et des dynamiques et aujourd'hui, en France, je pense qu'on est encore assez léger par rapport aux besoins, de déploiement du photovoltaïque parce qu'on est encore, en hésitation finalement, dans, quels sont les choix énergétiques qu'il faut faire. OK. Ah pourtant les lois de réduction de consommation, elles sont claires, hein, elles sont imposées, pour bientôt donc il faut Oui, mais comme j'ai dit, la réduction de la consommation, c'est une chose, mais il va falloir quand même installer des moyens de production. ouais complètement. Alors les 2 sont nécessaires. Ouais, c'est clair. Hem Petite pause dans ce super épisode pour vous laisser le temps de souffler et vous rappeler que si vous voulez soutenir cette émission, ouvrez l'application Apple Podcast ou Spotify et vous cliquez sur rédiger un avis, vous laissez une notation 5 étoiles et un super commentaire. Voilà, ça me fait super chaud au cœur et je vous laisse en compagnie de l'invité. C'est quoi les challenges, technologiques auxquels vous devez faire face, auxquels vous êtes confrontés, en fait? Essayez de donner deux trois exemples concrets aux gens, qu'on se rende compte un petit peu. Fais plaisir aux ingénieurs qui nous écoutent, explique-leur un petit peu les difficultés que vous rencontrez et comment vous arrivez à les surmonter. En plus, vous êtes sur une solution qui se veut, ultra légère pour pallier les contraintes de structure et cetera des bâtiments, j'imagine? Donc, explique-nous un petit peu tout ça. Alors déjà pour faire plaisir aux ingénieurs, comme tu le dis, il faut regarder un peu la chaîne de la valeur. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, Eliup, on assemble, hein. On fait de l'assemblage de composants. Ces composants, on va les sourcer en différents endroits dans le monde. Une partie en Chine aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'autres solutions, et c'est là où c'est le possible d'obtenir ce type de composants et nous, on fait un packaging. On fait un packaging avec un procédé particulier qui fait qu'à la fin, on a un panneau qui est léger et robuste. La partie la plus compliquée, dans l'industrialisation, du panneau solaire, c'est pas l'assemblage. Ce qu'on fait nous, c'est la partie qui demande le moins de capitaux, qui est quand même difficile, qui est quand même très difficile parce qu'il y a de la concurrence et à la fin, le client final regarde souvent plus le prix que, la provenance, voire même la qualité, que voire même la politique RSE qu'il va avoir derrière. Voilà, ça, c'est des aspects qui passent encore aujourd'hui de façon assez secondaire. Mais par contre, d'un point de vue industrialisation, ce qui est compliqué à faire, c'est la cellule solaire, la cellule photovoltaïque, donc l'élément actif, hein, qui est sur une base silicium et derrière, la plaquette de silicium. En fait, si on remonte la chaîne de la valeur, le photovoltaïque, c'est quoi? C'est de la silice, du sable, de haute pureté qui est purifié, à des niveaux, voilà, très, très poussés pour en faire du silicium de très haute pureté. Ce silicium-là est cristallisé
Donc on va tirer des lingots. Donc c'est des lingots aujourd'hui qui sont, circulaires, qu'on appelle Czochralski, qui sont, très longs, très grands, qui sont découpés en plaquettes. Donc c'est les wafers de silicium, un peu comme la microélectronique finalement, c'est exactement les mêmes bases et c'est sur ces plaquettes-là qu'on va réaliser les cellules, la cellule photovoltaïque qui va demander des usines, très grandes en termes de voilà, en termes de surface, mais aussi en termes de facilities. Il y a des produits chimiques, il y a énormément de consommation d'eau, des rejets, il y a du gaz. C'est des équipements qu'on va retrouver un peu comme dans la microélectronique, mais sur des volumes encore plus grands. Et d'ailleurs, en France, il y a 2 projets giga qu'on appelle, qui sont initiés aujourd'hui, c'est Carbone et Holosolis, qui ont pour but, voilà, de faire ce type de composants, la cellule, voire même le wafer pour carbone. Et une fois que la cellule est faite, c'est là où on va l'assembler dans un panneau solaire avec, des matériaux d'encapsulation, des interconnexions, du verre, du cadre en aluminium. C'est là où on a le produit final. Donc tout ce qui est avant, en fait, techniquement aujourd'hui, les Européens ont encore un bon niveau via les instituts de recherche, et via le savoir-faire qui a été développé. Puisqu'il ne faut pas oublier que, la Chine, à partir des années 2005-2010, ont importé les équipements et les procédés d'Europe, notamment d'Allemagne. Donc ils ont capitalisé dessus et ils ont fait une montée, une amélioration continue pour augmenter les rendements et les efficacités en termes de production. Donc aujourd'hui, nous, ce qui nous manque, c'est pas forcément la connaissance de la technologie de cœur puisqu'elle vient d'Europe, mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la capacité industrialisée. Donc c'est la capacité à faire des giga-usines, d'investir dans ces giga-usines et de sortir un produit à la fin qui techniquement sera au niveau. Voilà. Il y aura quand même un peu d'apprentissage de nouveau parce qu'on a du retard, mais il sera au niveau technique. Par contre, la grande question que tout le monde se pose, et c'est pour ça que ces projets ont du mal à se faire, c'est à quel prix le produit sortira par rapport au produit chinois? Est-ce qu'à ce moment-là, il sera vendu? Et à partir du moment où vous stockez et vous vendez pas, vu les volumes engagés, vous êtes mort. Donc, il faut énormément d'argent, il faut prendre énormément de risques. Et le problème numéro un finalement en France ou en Europe, c'est qu'il y a pas de régulation qui protège ça. On accepte, des produits qui viennent de Chine, qui sont faits dans des conditions qu'on refuserait d'appliquer pour nous-mêmes. C'est une question que j'allais te poser justement, l'impact environnemental. Tu nous as parlé de giga-usines, et cetera. Bon, j'imagine que ça, c'est documenté, l'empreinte carbone d'un panneau solaire et ensuite les émissions de CO2 de la production électrique. On espère que c'est documenté. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Et justement, est-ce que, on n'est pas en train d'essayer de tourner un petit peu en rond le problème, par rapport aux enjeux écologiques? Mon point de vue, c'est que, relier le photovoltaïque à l'impact carbone, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est souvent ce qui est mis en avant en disant, «Ouais, un panneau solaire, il faut réduire son empreinte carbone». Mais de nature, un panneau solaire a déjà une empreinte carbone ultra faible par rapport aux autres énergies, notamment aux énergies fossiles. Donc certes, on peut faire mieux, mais est-ce que c'est ça la problématique du photovoltaïque? Je pense pas. La problématique du photovoltaïque, c'est, sur quelle surface on le déploie et comment on réduit la consommation de matières premières et notamment les matériaux critiques. Dans un panneau solaire, je rappelle qu'il y a pas de matériaux critiques, il y a pas de matériaux rares ou terres rares. Par contre, il y a un matériau qui peut être exposé à de la pénurie à terme, c'est l'argent. On utilise de l'argent pour les interconnexions. Et donc aujourd'hui, il y a même des solutions techniques qui existent pour passer en cuivre. Mais voilà, on peut déployer à très, très grande échelle du photovoltaïque avec un impact carbone déjà de base qui est très faible. Donc c'est déjà super et donc on peut faire mieux faisant mieux, mais c'est pas la priorité. Et de toute façon, sur l'impact carbone aujourd'hui, les industriels, les grands industriels chinois ont très bien compris comment faire. Ils font des ACV, donc des certifications dédiées et ils arrivent à avoir des produits qui sont mieux placés en bas carbone que certains pays et certains produits qu'on va faire en France ou en Europe. Donc voilà, c'est pas sur le carbone, en se protégeant sur des critères carbone qu'on va réussir. D'accord, OK, c'est pas le vrai enjeu sur ce Non, le vrai enjeu clairement du solaire, c'est de déployer industriellement c'est à très grande l'industrialisation. échelle et pour ça, il faut une politique qui garantit, comme les États-Unis sont en train de faire, comme l'Inde est en train de faire, voilà, où on a des politiques qui vont, privilégier la réindustrialisation d'un secteur parce qu'on considère comme stratégique. Le problème, c'est qu'en Europe, on n'a pas encore considéré que le photovoltaïque était stratégique, ce qui n'est pas le cas des batteries ou même de l'hydrogène. Mais alors attends, c'est complètement, fou parce que c un des piliers de l'Europe, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, 20-30 ans se fait l'apôtre du renouvelable, heu et on n'a pas, ils ont pas capitalisé là-dessus, tu es en train de nous expliquer? Ah, les Allemands ont eu un pôle industriel dans le solaire jusqu'aux années 2010 qui était dans l'Allemagne de l'Est, qu'on appelait la Solar Valley, qui
qui était très puissant et qui a disparu, à partir du moment où les produits chinois sont arrivés avec un niveau de qualité et de prix qui était imbattable. Et ils ont les uns après les autres, les grands industriels, le dernier c'était SolarWorld, a disparu, il y a quelques années, et aujourd'hui il y a juste un acteur en Allemagne qui essaie de résister à ça, c'est Meyer Burger. Mais Meyer Burger sont en train de faire une transition vers les US parce que le contexte pour se développer est D'accord. beaucoup. Ça ne veut pas dire que l'Allemagne ne fait rien dans le photovoltaïque. L'Allemagne installe énormément. Ils installent, je ne sais plus, combien ils vont être encore de capacité cette année, c'est impressionnant. Ils sont sur un facteur 5 à 8, je crois, par rapport à ce que fait la France. Donc les Allemands installent du renouvelable. Le problème, c'est qu'ils installent des produits qui viennent pour l'essentiel de Chine. En tout cas, enfin dans une centrale photovoltaïque qui est installée, vous allez avoir la moitié de la valeur qui sera, sauvegardée sur le territoire parce que, il faut, de la matière première quand même pour installer les châssis, faire le béton, tout le la main-d'œuvre, le raccordement réseau et cetera. Par contre, 50 de la valeur, c'est le panneau et le panneau, il vient pas, voilà, il vient pas d'Europe. Donc, ça fait débat aujourd'hui, se dire: «Bon, bah, ça se trouve, la situation géopolitique va rester très stable. On a des produits qui viennent de Chine qui sont très bons. On regarde pas forcément comment est-ce qu'ils sont faits, d'un point de vue RSE, mais ils sont très bons, ils sont pas chers, ils font le job. Et ben, très bien, nous, on peut déployer très vite et ça nous arrange». Heu, voilà. Et tant que la situation est stable, bah, il y a pas de problème. Si un jour il y a un problème géopolitique, et la Chine n'exporte plus ses panneaux, bah, le problème, c'est qu'on saura plus faire parce qu'on n'aura même plus un 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 minimum de savoir-faire industriel pour produire nous-mêmes, où on où il faudra tellement monter en volume, vite qu'on ne sera pas capable de le faire. Bon, si tu devais passer un message aujourd'hui, par exemple, Emmanuel Macron nous écoute et il nous écoute d'ailleurs, hein, je reçois régulièrement des petits avis, mais si tu pouvais lui passer un message, ce serait lequel justement? Pour moi, il y a un seul message, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les projets de réindustrialisation photovoltaïque, c'est qu'ils se font, il y en a plusieurs qui se font, mais dans chaque pays d'Europe de façon assez isolée et individuelle. En France, il y en a 2, en Espagne, il y en a, les Allemands le sortent. Aux Pays-Bas, il y en a aussi un qui est en train d'arriver. Et je pense pas que ce soit la bonne façon de réussir, la transformation industrielle. Alors il y a des groupes de travail, des organisations qui sont basées à l'échelle industrielle européen pour essayer justement de faire ça, mais aujourd'hui, il faut dire qui est, ils y arrivent pas. Mais pour moi, la seule façon de réussir ou de développer une filière industrielle photovoltaïque, c'est de la coordonner au niveau européen de façon plus sérieuse. Aujourd'hui, encore une fois, on voit bien que l'Europe est à la fois ensemble et à la fois désunie. Chacun fait un peu dans son coin. Et c'est pour ça, parce que ça demande tellement de capitaux et tellement de risques, que s'il n'y a pas une coordination européenne, je ne pense pas qu'on pourra y arriver. Bon, on ferme ce chapitre. Parle-nous un petit peu des enjeux, technologiques de la solution Helium justement, panneaux, ultra légers pour toiture. Où vous en êtes justement, dans votre processus de déploiement et quels sont les obstacles encore à part ceux qu'on a mentionnés, plutôt là restons sur votre solution à vous? Sur notre solution. Alors, nous, déjà, on a eu la chance de pouvoir, on a bénéficié d'une incubation en interne CEA. Le CEA bénéficie d'un programme qui s'appelle Magellan, qui va initier la création de start-up sur des concepts nouveaux, donc moi que j'avais proposé fin 2020. Et de ce fait, on a déjà pu, en interne, maturer énormément de choses au CEA avec les moyens du CEA, notamment à l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, où les équipes R&D du CEA sont déployées dans le domaine du solaire photovoltaïque. J'étais aussi, hein. Et on a pu, du coup, développer une technologie avec des moyens importants, heu et sortir au moment où on crée Heliup, sortir avec déjà quelque chose de très mature. Alors aujourd'hui, l'IP, la propriété intellectuelle, appartient au CEA, que Heliup, exploite sous licence, pour, voilà, repréciser un peu le contexte. De ce fait, on a une technologie, qui possède déjà un niveau de certification avancé et aujourd'hui notre enjeu, c'est de, commencer à produire, le panneau solaire sur des premiers niveaux de volume et à repasser les certifications pour, le valider sur nos engins de production. Ça, c'est le premier élément et ça, on le fait sur notre site au Bourget-du-Lac. On est en train d'actuellement de monter une petite ligne avec des équipements où on va réaliser à peu près 100 kilowatts, donc c'est 500 panneaux par mois sur les prochains mois, qui vont nous permettre de faire des pilotes, des premiers chantiers et de vérifier que tout se passe bien comme prévu. Voilà. Ça, c'est la première étape. En parallèle, il y a une deuxième étape qui est associée à la levée de fonds qu'on vient de réaliser, c'est de monter une usine de production de 500 000 m² de panneaux par an. C'est 100 mégawatts dans Ah ouais, les d'accord. les ordres de grandeur, photovoltaïques. C'est une usine qu'on commande.
On a déjà commandé une première partie, on va commander la 2e partie là, à fin du mois, début du mois, dès qu'on finit la partie contractuelle. C'est une usine qu'on va installer en région Rhône-Alpes, à partir d'avril. Les premiers équipements arriveront en avril. On va faire un ramp-up progressif et elle va commencer à tourner de façon industrielle au mois de septembre. Et là, ça va être des milliers de panneaux qui vont être produits par mois. Et on a déjà un accord commercial avec un partenaire qui, lui, nous achète tous nos volumes 2023-2024 pour pouvoir les déployer. Super. Voilà un peu donc nos enjeux, c'est des enjeux qui sont aujourd'hui, alors, il y a encore un peu d'enjeux technologiques puisqu'il faut repasser beaucoup de certifications dès qu'on change des choses sur la partie production. Mais l'enjeu principal, le produit, il est mature, le marché l'attend. L'enjeu principal, c'est de fabriquer ce produit au bon niveau de qualité et de prix par rapport à, je D'accord. dirais, nos tableaux Excel Donc là, aujourd'hui. on est sur une vraie problématique, d'ingénieur de production là, tu plus, Tout à fait. tu pas dans la Alors, ouais. on a aussi une partie R&D puisque, l'identité d'Eliab, c'est de continuer à développer aussi, des nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'il y a plein de typologies de toitures et pour nous, de notre point de vue, c'est que sur les grandes typologies de toitures, il faut des produits dédiés pour vraiment avoir l'optimum et chercher la meilleure efficacité et que ça dure 25 ans et qu'il y ait pas de problème de rentabilité. Donc on développe aussi d'autres technologies, actuellement, en partenariat avec le CEA, pour pouvoir, voilà, mettre en production d'autres gammes de produits progressivement. C'est quoi la dernière chose que tu as apprise, au niveau managérial et qui a eu, un impact, significatif sur le fonctionnement de ton entreprise justement? Alors sur l'entreprise, on est encore peu nombreux, donc je pense que le point le plus important, c'est savoir déléguer. C'est savoir déléguer et aussi, ne pas oublier dans je dirais dans tous les enjeux qu'on a au quotidien, c'est aussi de faire des pauses et de valoriser et de donner de la reconnaissance aux gens dans leur travail. C'est un point qui est malheureusement souvent oublié. C'est pas qu'on ne pense pas, c'est que, on a souvent la tête dans le guidon et c'est dur de prendre du recul. Mais de mon point de vue, c'est très important de garder, en fait, enfin, ce qui fait la réussite d'un projet, quel que soit le projet, c'est l'équipe, et c'est le bien-être des gens dans l'équipe et la dynamique d'équipe. Donc c'est ça et savoir aussi donner des responsabilités aux gens pour que, on soit pas sur de la centralisation de décision, ce qui peut amener à l'inefficacité et de l'incompréhension aussi. Parti sur un peu plus de légèreté et ce sera, la dernière partie de l'émission, donc voilà, tu vas te plier au jeu de la saison 3. J'espère que tu as révisé, hein, parce que l'invité Non, pas du d'hier tout. est l'invité d'hier a été très bon. Ah bon? Donc c'est le challenge, on teste l'ingéniosité des ingénieurs justement. On va voir si tu es plus ingénieux que la moyenne. Attention, jingle. Donc tu t'es coincé sur une île déserte avec, la possibilité d'emmener 3 objets, mais la contrainte, c'est que ça peut être que 2 outils et un livre. Qu'est-ce que tu emmènes avec toi et explique-nous un petit peu ta stratégie pour t'en sortir? En outil, alors je sais pas si dans le couteau de survie tu peux intégrer, l'allume-feu, Bah, mais oui, si on va c'est le dire que cas, oui. je prends le On est couteau en de survie 2020. avec l'allume-feu plutôt que le couteau suisse, je pense. Je préfère le couteau de survie moi, et je pense que je prends la trousse à pharmacie quand même, parce D'accord. que on est quand même pas on vit dans le confort, hein, donc on est plus habitué à ça. Voilà et en termes de livres, alors là j'hésiterais parce que le bon sens dirait, bah, prenons un livre, un guide de survie, hein, Mmh. tout simplement. Mais après, si on est coincé longtemps sur une île déserte, quoique ça peut être intéressant. Donc je prendrais un guide de survie. Sylvain Tesson te dirait que lui, il emmène des livres de poésie, par exemple. De poèmes, Oui, pardon. voilà Bon, et j'aime bien Sylvain Tesson et j'aime beaucoup, ouais, tous ses livres. Donc il a sans doute raison, mais il est peut-être plus aguerri que moi aussi, parce que j'ai vu tous c'est ça. ces périodes, en Sibérie, au lac Baïkal où il peut rester pendant des mois. Heu, voilà, moi je l'ai pas encore vécu donc Tu pars de zéro, lui non. ouais, c'est ça, voilà, on n'a Ça pas le marche. Une des autres questions que je pose cette année, c'est, on est, quand on est dans le milieu professionnel, on sait que les déplacements professionnels sont des périodes, propices aux échanges et à découvrir un petit peu plus, personnellement les personnes. Donc aujourd'hui, si tu as l'occasion de partir avec une personne, de ton choix, alors une personnalité ou peu importe, hein, alors je vais pas préciser quand je t'ai envoyé les questions si qu'elles pouvaient être aussi, une personne qui n'existe plus, mais voilà, peu importe, tu as le choix, hein. Ah, ça c'est pas simple, hein, parce qu'il y a
Il y a plein d'options, hein. C'est un déplacement, professionnel? Ouais, c'est un déplacement professionnel. C'est-à-dire tu as 6 heures de train, pardon, je fais dire 6 heures d'avion, on va me taper dessus, tu as 6 heures, 10 heures de train, donc du coup, vous avez beaucoup de temps pour échanger. Heu, Ah, j'aimerais peut-être bien y aller avec, Étienne Klein, qui pourrait me remettre à niveau sur les fondamentaux, de la science, il explique tellement bien que ça serait passionnant et je pense que les 6 heures, je les verrais pas passer. OK. Avec un peu Je de philosophie en même temps il travaille sur les 2 en même temps. Bah oui. Mmh. Si tu Qu'est-ce qui te motive encore justement, le matin, qui te peut bon, tu as le sourire, ça se voit, tu as l'air en forme. Qu'est-ce qui te motive? Si tu as un message, à faire passer, vas-y, c'est le moment. Ce qui me motive, c'est l'aventure, hein, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, je pense, c'est de pas rester, au fond de son canapé, à vivre sa vie que par procuration comme, un célèbre chanteur, le disait, non, c'est d'essayer de faire des choses, auxquelles on croit et de le faire, voilà avec, aussi, dans une atmosphère, une belle atmosphère avec ses collègues et voilà, moi aujourd'hui, je suis dans ce cas-là, je suis avec des super collègues et on essaie de faire quelque chose, pour nous qui a du sens, et c'est ça le plus important donc voilà, se lever le matin pour faire ça pour nous, il y a pas beaucoup de problèmes. OK, et De puis, réticence. les 30 secondes promo de l'invité, c'est cadeau, c'est pour tout le monde. Tu peux faire passer, ton message promotionnel, vas-y, ce que tu veux. Non, non, j'ai pas de message promotionnel si vous Ah voulez, bon, bah, ça va alors. Achetez non, mes non, c'est panneaux. enfin voilà, on n'achète pas, on vend pas aux clients en direct, Eh bah, donc tu recrutes voilà, peut-être en voilà. Mais oui, production. Ah bah, voilà. on recrute en production. Il y on a un site web, eliab-solar.com, sur lequel il y a toutes les informations de qui on est, de ce qu'on fait, de quels sont les postes ouverts. Donc voilà, n'hésitez pas à le consulter et à prendre contact avec nous si vous êtes intéressé. On est en région Rhône-Alpes et actuellement près de Chambéry, Bourg-Jitulay. Ouais, c'est un bassin, très actif sur le sujet, hein. Je vois beaucoup de passer de choses, qui viennent de là-bas. Ça donne presque envie, je vais organiser une web session avec mon épouse pour que tu la convainques de qu'on se déplace là-bas. On connaît très bien cette région, on adore. Ouais, il y a pas mal de choses à faire. Écoute Yannick, je te remercie, beaucoup pour ta disponibilité, je te souhaite, beaucoup de Merci à réussite toi, à Eliop Mathieu. et puis, Merci, c'est à gentil. bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission newsletter.planetag.fr et à la semaine prochaine.